L'histoire de France, c'est l'histoire d'un peuple qui se voulait libre et qui soudain a ouvert ses frontières, changé sa monnaie, laissé à d'autres son budget, effacé ses référendums, fait voter presque toutes ses lois en dehors de son territoire, rejeté son drapeau et puis, pour un pays fier de sa culture, il a voté la loi Furaso, qui va faire disparaître sa langue. Il a laissé son éducation nationale sombrer, ses acquis sociaux se détériorer et son économie partir en fumée. C'est pas une paille. Donc je vous emmène à la rencontre d'une France qui aura tenté l'aventure de l'Union européenne, mais à savoir si c'est pour le meilleur ou pour le pire. C'est ce que nous allons voir ensemble. La communauté économique européenne est créée. Son but est un rapprochement économique qui permet la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux entre les pays membres. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Ça simplifierait beaucoup les choses. Et puis, en effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il y aurait une politique, faute qu'on puisse en imposer une à chacun des 6 États, on s'abstiendrait d'en faire. La France perd tout d'un coup les moyens de sa souveraineté et qu'elle va se soumettre dans sa vie quotidienne, démocratique, dans sa façon de vivre, dans sa façon de penser, à une domination étrangère. Ce serait alors vraiment comme si on avait perdu une guerre. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. La construction européenne se fait sans les peuples, qu'elle se fait en catimini, qu'elle se fait dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de justice. Les journaux de Copenhague ont ce matin des titres de crise nationale. La réponse du Danemark à l'Europe? Non. Un nom d'horreur qui secoue les marchés financiers. Les dirigeants européens ont réussi à trouver les voies du compromis au sommet d'Édimbourg en offrant une porte de sortie aux Danois qui vont pouvoir revoter au printemps prochain. Les Irlandais étaient les seuls parmi les 15 à recourir au référendum pour ratifier le traité de Nice. Mais ils ont choisi de ne pas le ratifier. On parle maintenant d'un arrangement qui consisterait à organiser un deuxième référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Vous avez majoritairement rejeté la Constitution européenne. C'est votre décision souveraine. L'avenir de la France et le destin de l'Europe sont liés. Intimement liés. Maintenant, l'enjeu est de remettre de la politique en Europe, de ne plus abandonner l'Europe. On en vient à l'Europe qui tourne une page et qui se relance. Les 27 pays ont donc signé officiellement le traité de Lisbonne aujourd'hui. Il remplace donc la Constitution repoussée il y a 2 ans et demi par référendum. Alors le traité de Lisbonne qui a été signé ici derrière moi il y a quelques heures est une réplique fidèle à 90% de la Constitution européenne. Aujourd'hui, on a manifesté au Portugal et en France. Ceux qui avaient dit non à droite comme à gauche sont furieux. C'est une forfaiture, c'est une traîtrise, c'est une... Bien évidemment, M. Sarkozy a trompé le peuple français, il a parlé d'un mini-traité, une petite souris qui passerait par un petit trou. C'est en réalité l'intégralité de la Constitution européenne. Le fond de l'affaire, c'est que la démocratie est bafouée. 54,4%, c'est le pourcentage du non des Irlandais au traité européen de Lisbonne, un non qui s'est exprimé par référendum. Le Premier ministre Brian Cowen n'avait pas le choix. La pression de Bruxelles était énorme. Les Irlandais auront droit à un deuxième référendum d'ici fin octobre 2009. Que se passe-t-il si les Irlandais disent à nouveau non? Eh bien, on leur reposera la question une 3e fois, jusqu'à ce qu'ils disent oui. L'expérience a montré qu'interroger un pays sur des sujets extrêmement compliqués, on l'a vu au moment du traité constitutionnel, aboutit à une inconscience collective. Il faut arrêter de penser que les élites sont mauvaises, que le peuple est bon. Moi, je ne crois pas que le peuple, dans sa grande sagesse, est capable de tout comprendre. Moi, je ne comprends pas tout. Il faudrait interdire les référendums. Nous ne sommes plus un État. La France n'est plus un État. Nous n'avons plus aucun pouvoir d'État.
Nous n'avons plus le pouvoir, comme je l'ai dit, de battre monnaie, de faire les lois, de rendre la justice ou de décider de la paix et de la guerre. Je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Paris, La Défense, 19 mars 2012. Parmi ces tours, le siège de la Corporate Investment Bank du Crédit Agricole. Et dans cet immeuble, les bureaux de Chevreux, le plus important broker indépendant en Europe, qui conseille 1200 fonds de pension, banques, investisseurs institutionnels. C'est d'ici qu'est parti ce papier. C'est une note brève en anglais de seulement 9 pages, qui n'était pas destinée au grand public, seulement aux opérateurs de marché. Mais quand on est tombé sur ce document, on a eu l'impression de découvrir le plan de bataille des financiers. Car eux préparent déjà la préélection. Et ils comptent bien en tirer une victoire, quel que soit le vainqueur, la fin du CDI. On a donc contacté l'auteur de ce texte, Nicolas Doisy, le chief économiste de Chevreux. Il a accepté de nous recevoir. François Hollande va devoir déplaire soit au marché financier, soit à ses électeurs, puisqu'il est certain de ne pas parvenir à réconcilier les deux. Déjà, on a des investisseurs anglo-saxons qui s'étonnent du faible détail qu'on puisse avoir quand on reçoit des candidats dans leur programme. En fait, les candidats n'ont pas de programme, pour le faire simple. Les investisseurs anglo-saxons que je rencontre me demandent souvent, mais où est le programme? Je leur dis, mais il n'y en a pas, et pour cause, c'est un jeu tactique pour l'instant. Le programme, on saura une fois l'élection finie, et en fait, on le connaît déjà. Il sera imposé par l'appartenance à la zone euro. C'est ça le point important. C'est que le conflit d'objectifs que va avoir François Hollande, c'est rester dans la zone euro versus satisfaire les demandes de son électorat naturel. Les deux ne sont plus compatibles maintenant, on le voit depuis la crise grecque. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, et ils vont être élus l'un ou l'autre, en fait. Peu importe, ils vont faire la même politique. C'est le premier sommet du président français. Comme il l'a promis durant sa campagne, François Hollande est venu réclamer un pacte de croissance pour l'Europe. Mais la tâche peut s'avérer difficile. Un président français peut-il encore imposer ses vues au Conseil européen? Devant tout ce beau monde, la commissaire européenne va être très claire. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. C'est regrettable pour François Hollande, mais la nécessité d'une libéralisation du marché du travail est le résultat direct d'une appartenance de la France à la zone euro. Aussi ne peut-on avoir l'une sans avoir l'autre. Vous vous dites non seulement François Hollande ne va pas tenir ses promesses électorales, mais en plus, c'est lui qui va devoir flexibiliser le marché du travail. C'est lui qui doit remettre en cause ce que vous appelez the famous CDI. La demande de renégociation du traité serait alors utilisée pour tromper le public français en lui faisant accepter des réformes correctes, dont celle du marché du travail. François Hollande dit « Je vais demander la renégociation du dernier traité européen ». Vous écrivez ça. Dans cette perspective, il serait politiquement intelligent que ses pairs de l'eurozone, donc ses partenaires allemands, belges, italiens, ainsi de suite, permettent à François Hollande de prétendre qu'il leur a arraché quelques concessions, même si c'est faux en réalité. Devant les journalistes européens, François Hollande reste droit dans ses convictions. Ont été courageusement menés à bien. Ce sera une concession, en quelque sorte, de façade qui aurait été faite à François Hollande et au peuple français, entre guillemets, de façon à ce que tout le monde constate qu'à la fin des fins, il les faut bien, les autres réformes, les fameuses réformes structurelles que tout le monde, dont personne ne va entendre. Avez-vous senti ce soir une compréhension de la part de vos homologues européens à ce propos, ou est-ce que vous vous sentez de représenter un peu le mauvais élève de l'Europe dans la matière? Non, nous sommes le bon élève. Nous le faisons au rythme prévu par nos engagements européens. Donc nous sommes bien sur un effort structurel et nous tenons nos engagements, mais nous faisons en sorte que cet effort ne contredise pas l'objectif de croissance. Ce que vous dites, c'est, admettons, il y a un sommet à Bruxelles, François Hollande, il demande une partie sur la croissance,
Les autres Européens, ils vont faire comme si, bon, bah d'accord, allez, on t'accorde ça. Ils rentrent ici en France en disant, regardez ce que j'ai obtenu. Et du coup, il peut dire derrière, ben, en échange, nous, on va libéraliser notre marché du travail. Et vous avez parfaitement compris le sens de mon propos, c'est exactement ça. Quelques mois plus tard, les craintes de François Hollande se confirment. La France ne fera pas de croissance et elle va même briser la règle d'or en dépassant les 3% d'endettement. On peut émettre alors ce qu'on appelle ensuite une mise en demeure, si la recommandation n'a pas été suivie des faits, qui de nouveau demande aux États membres de converger vers des cibles budgétaires plus raisonnables. Et puis si ça n'est toujours pas le cas, alors on peut se mettre en place des mécanismes de sanctions financières. Pour la France, ça représenterait 4 milliards d'euros, à peu près. Alors qu'il commence son 6e Conseil européen, le président français est donc loin d'avoir atteint son objectif. Pire, lui qui voulait peser sur l'Europe pourrait subir les foudres de Bruxelles pour un déficit trop important. La France sous surveillance. C'est ici, dans ces couloirs anonymes, où se succèdent des bureaux étroits, que se joue donc une amende de 4 milliards d'euros que nous aurions à payer. Depuis mars 2013, la Commission peut demander à modifier les projets de budget de ces États avant même leur adoption par le Parlement. Nicolas Filipponet, 32 ans, sorti de nos grandes écoles, est l'un des 15 spécialistes de la section France, celle qui scrute jour après jour notre économie. La section France ne fait pas que surveiller. Elle conseille, elle suggère, elle propose des sanctions. Pour la France, en 2012, donc il y avait 5 recommandations. Extrait du dossier France, préparé par Nicolas Filipponet, 32 ans. Les procédures applicables au licenciement continuent d'engendrer des coûts potentiellement importants pour les employeurs. Autrement dit, en France, les salariés sont trop protégés lorsque les entreprises veulent licencier. Ou bien encore, les allocations de chômage pour les travailleurs plus âgés et notamment leur durée pourraient constituer des incitations limitées à travailler. En clair, il faudrait réduire la durée de ces allocations. Vous savez ce que c'est? Au bout du compte, ça revient, pour schématiser, à donner à ce que les États abdiquent devant des tribunaux leur souveraineté face à des grandes entreprises, des grands conglomérats financiers et industriels, qui pourront attaquer les États parce qu'ils auront mené des politiques qui ne seront pas conformes à leur légitime attente de ce qu'attendent les... Mais enfin, où allons-nous? Où allons-nous? Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée. Le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation n'est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Regardez la Grèce, regardez l'Espagne, regardez l'Italie, regardez tout ce qui se passe en Europe depuis 2010. On a bien vu que de toute façon, à la fin, c'est le marché qui l'emporte. Je ne suis pas en train de dire que le marché a nécessairement raison, et, au sens moral du terme. En tout cas, il aura raison factuellement, puisqu'il s'imposera, ça c'est clair. Si, comme en 1936, on avait une élection qui s'était suivie de mouvements de masse, de manifestations, de grèves. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Europe? Ben là, je crois que c'est le gros coup d'angoisse. Hein. On va être très clair, ça va être le gros coup d'angoisse, parce que si, quand les Grecs manifestent, on a déjà une Europe qui se sent sur le point d'exploser, je vous laisse imaginer pour la France. Ce soir, avec ce non sorti des urnes, la Grèce impose à la zone euro un saut dans l'inconnu. Fort de sa victoire, le Premier ministre Alexis Tsipras va tenter cette semaine de peser sur les Européens. Est-ce que la Grèce doit sortir de la zone euro? Je crois qu'elle n'a pas d'autre solution, car d'une part, les gouvernements européens et le Fonds monétaire lui prêtent de l'argent, mais assorti de conditions, c'est-à-dire pratiquer une politique d'austérité et de réduction des déficits publics. Alors cette politique d'austérité va conduire à ralentir la croissance grecque encore davantage. Et quand la croissance se ralentit, les recettes fiscales diminuent et les demandes de subventions et de dépenses sociales augmentent, ce qui creuse les déficits.
Mais ce n'est pas fini, puisqu'on l'a dit, le gouvernement grec devrait annoncer dans 48 heures une nouvelle série de mesures d'austérité. Mais ça fait 40 ans qu'ils essayent de détruire la France, qu'ils essayent de détruire l'Italie, qu'ils essayent de détruire l'Espagne pour construire ce mythe de la nation européenne. C'est l'URSS, votre truc. Laissez les gens décider de ce qu'ils veulent. Le Royaume-Uni a donc fait le choix de quitter l'Union européenne. J'avais un grand-père. Quand j'étais petit, dans les années 65-66, il m'avait dit « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous ». Quel grand-père aujourd'hui dit à son petit-fils ou à sa petite-fille « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous ». Parce qu'il faut que les Français sachent, je l'ai déjà dit, je le redis, que ça c'est le programme commun de du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple, la hausse de la TVA, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés, c'est le gel du SMIC, c'est la mise en pièces de toutes les professions réglementées, les artisans taxis, les médecins, les avocats, les huissiers, les notaires, etc., qui vont tous se faire ubériser. C'est la réforme du droit du travail avec la baisse de l'assurance chômage. C'est le déremboursement de la sécurité sociale avec une médecine à 2 vitesses. Et bien ça, moi je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi je veux sortir de ça. La matrice de notre politique n'est plus à l'Élysée ou à l'Assemblée nationale, mais ici, dans ces immeubles froids.